J'espère sincèrement que vous allez bien, que vous tenez le coup. Pourtant, l'actualité récente ne laisse guère de place à l'optimisme. Après la disparition du général Rachid en août 2023, puis celle du général-major Adjouzi Jamel, ancien chef de la 2e région militaire, emporté en... J'espère sincèrement que vous allez bien, que vous tenez le coup. Pourtant, l'actualité récente ne laisse guère de place à l'optimisme. Après la disparition du général Rachid en août 2023, puis celle du général-major Adjouzi Jamel, ancien chef de la 2e région militaire, emporté en septembre de la même année, une autre annonce dramatique se profile à l'horizon. Dans les prochains jours, l'armée nationale et populaire pourrait être confrontée à une nouvelle perte lourde, choquante, presque insoutenable. Un autre pilier de l'institution militaire, un haut responsable du ministère de la Défense nationale, serait en train de s'éteindre dans des circonstances que l'on ne peut qualifier que de brutales. Il s'agit de l'ex-secrétaire général du ministère de la Défense, le général-major Abdelhamid Riss. Selon des informations concordantes en provenance de la prison militaire de Blida et de diverses sources en Algérie, son état est critique. Abdelhamid Riss oscille désormais entre survie et agonie, et chaque heure qui passe pourrait être la dernière. C'est une information alarmante, et elle l'est pour une raison précise. Elle vient confirmer une dérive inquiétante. La prison militaire de Blida n'est plus seulement un lieu de détention, elle semble peu à peu se muer en véritable mouroir. Si la disparition du général-major Abdelhamid Riss venait à être officialisée dans les prochains jours, notamment par son épouse, le choc serait immense et la colère inévitable au sein même de l'institution militaire. 3 figures majeures de l'armée qui meurent derrière les barreaux. 3 généraux-majors. 3 noms lourds de sens et de pouvoir. Et qu'on ne s'y trompe pas, Rachid Chouaki, que certains tentent aujourd'hui de banaliser, n'était en rien un officier secondaire. Il dirigeait le département des industries militaires et figurait parmi les plus hauts gradés les plus influents du pays durant l'ère Gaïd Salah. Peu importe ses affiliations, ses rivalités internes ou les batailles de clans qui l'entouraient. Une réalité demeure. Il fut un acteur central des décisions militaires nationales. Et il s'est éteint à 73 ans. Dans des circonstances qui continuent de susciter le malaise et l'interrogation. La vérité, c'est que ni Rachid Chouaki, ni Ajlarousse Jamel n'ont trouvé la moindre chance de survie dans les soins qui leur étaient dus. Leur décès n'est pas survenu par hasard. La médecine militaire ne leur a jamais accordé l'attention nécessaire. Nos enquêtes ont confirmé que ces 2 hommes, tous 2 généraux majors, ont payé de leur vie cette négligence. Rachid Chouaki, directeur de l'industrie militaire de 2005 à 2020 et promu général-major par la suite, n'a jamais bénéficié d'une prise en charge digne de son rang. Ajlarousse Jamel, lui aussi général-major, a subi le même sort. Tous 2 ont expiré dans les infirmeries des prisons militaires de Blida, sans jamais atteindre l'hôpital militaire où un traitement approprié aurait pu leur être prodigué. Leur santé s'était détériorée à un point critique, et tout ce qu'ils ont connu jusqu'à leur dernier souffle, ce fut les soins rudimentaires de l'infirmerie carcérale. Une mort qui aurait pu être évitée si seulement l'institution avait rempli son devoir. Dans les heures, peut-être les jours qui viennent, Abdelhamid Riss pourrait malheureusement rejoindre la liste des drames que l'on redoute déjà. Bien sûr, on ne peut que prier pour qu'il tienne bon, pour que ses souffrances s'allègent et qu'un miracle médical se produise. Mais soyons lucides, l'espoir est extrêmement fragile. Le général-major lutte contre un cancer du poumon, une maladie implacable. Selon les éléments que nous avons pu recueillir, il aurait été privé d'au moins 7 séances de chimiothérapie. Non pas par choix ni par négligence personnelle, mais parce que l'administration de la prison militaire de Blida lui a fermé toutes les portes. Aucune autorisation pour se rendre à l'hôpital, aucune possibilité d'accéder à ces traitements, aucun cadre mis en place pour assurer le suivi médical indispensable. Résultat, Abdelhamid Riss n'a pas pu poursuivre son protocole intensif, ni effectuer les examens vitaux qui auraient pu lui offrir un sursis, peut-être même une chance de prolonger sa vie. Il faut rappeler une chose essentielle. Un cancer du poumon n'est pas une maladie anodine. À un stade avancé, il devient souvent irréversible, parfois mortel. Pourtant, avant son incarcération, Abdelhamid Riss bénéficiait d'un suivi médical sérieux et continu.
Ses soins étaient assurés à Genève, en Suisse, dans un cadre encadré et pris en charge par le ministère de la Défense nationale. Puis tout s'est arrêté. Une fois enfermé à la prison militaire de Blida, il a été brutalement coupé de toute prise en charge médicale digne de ce nom. Même un transfert vers l'hôpital militaire aurait pu être envisagé. Cela n'a jamais été fait. Les visites familiales lui ont été interdites, y compris celles de son épouse, et les traitements ont cessé. D'après nos vérifications, aucune séance de chimiothérapie n'a pu être menée à terme. Aujourd'hui, il ne lutte plus seulement contre la maladie, mais contre le temps. Toujours selon nos sources, il est désormais cloué sur un lit dans l'infirmerie de la prison militaire de Blida, sans avoir été évacué vers l'hôpital militaire d'Aïn Nadja. Il se trouve désormais suspendu entre la survie et l'issue fatale. La situation de sa famille est tout simplement étouffante, et je pèse mes mots. Je l'affirme, je l'ai recoupé, je l'ai vérifié. Les proches d'Abdelhamid Riss vivent sous une pression constante, écrasante, et qu'on cesse immédiatement toute tentative d'intimidation à leur encontre sous prétexte que l'intéressé aurait parlé ou fait ceci ou cela. Je tiens à être clair, je n'ai aucun lien direct avec la famille d'Abdelhamid Riss. Les informations que je partage ne viennent pas d'eux. Elles m'ont été confirmées par des canaux distincts, indépendants, crédibles, qui m'ont tous rapporté la même réalité glaçante. La famille du général-major est sommée de se taire, empêchée de confirmer publiquement l'état de santé dramatique de leur père, alors même qu'il est en train de mourir. Abdelhamid Riss est mourant. Un officier supérieur qui a consacré sa vie à l'Algérie, qui a occupé des postes clés au sommet de l'État, s'est vu refuser jusqu'au droit élémentaire de se soigner. Aucune chimiothérapie autorisée, aucun transfert vers l'hôpital militaire de Blida. Ce qui se passe dépasse la simple négligence. C'est une mise à mort, un homicide déguisé. Officiellement involontaire peut-être, mais dans les faits, terriblement intentionnel. Lorsque le décès du général-major Taki a été évoqué à l'époque, un choix délibéré a été fait, taire la vérité. Non par respect de l'opinion publique, mais pour éviter d'exposer davantage une famille déjà meurtrie. La réalité pourtant est implacable. Il n'a jamais rendu son dernier souffle dans un hôpital militaire. Rachid est mort dans une simple infirmerie, à l'intérieur d'une prison militaire. Et ce silence n'était pas spontané. Ses proches ont subi des pressions directes, des menaces à peine voilées, des intimidations répétées afin qu'ils ne divulguent jamais cette information explosive. Une vérité jugée trop dérangeante pour être rendue publique. Mais que révèle-t-elle réellement? Une chose simple et terrifiante. Des détenus gravement malades croupissent dans les prisons militaires pendant que le ministère de la Défense nationale refuse de les soigner, de les hospitaliser, de les transférer ou même de leur garantir le minimum médical. Cette pratique viole toutes les conventions internationales, piétine le droit national comme le droit international et bafoue sans détour toute notion d'éthique ou de morale. Abdelhamid Riss est en train de mourir. Je choisis mes mots avec soin. Mourir faute de soins. Et il est malheureusement possible que son décès soit officialisé très prochainement. Un cancer du poumon laissé sans traitement est une condamnation certaine. Respirer devient une épreuve, survivre un combat perdu d'avance. Il pourrait s'éteindre brutalement, à tout moment. Qui est donc Abdelhamid Riss? Certainement pas un homme quelconque. Il fut secrétaire général du ministère de la Défense nationale entre 2018 et 2021, l'un des cerveaux les plus influents de l'appareil militaire au cours de la dernière décennie. Il a été arrêté en juillet 2021, placé sous enquête, puis condamné en 2023 à 15 années de réclusion ferme dans une opacité totale. Les accusations officielles parlent d'enrichissement illicite, d'abus de pouvoir, de détournement de fonds publics. Mais où sont les preuves? Où sont les faits précis? Rien n'est clair. La procédure a été expéditive, presque mécanique. En réalité, son dossier est directement lié à l'extradition, en août 2020, de l'adjudant-chef RMID Bounouira, ancien secrétaire personnel de Gaïd Salah. Abdelhamid Riss est accusé d'avoir participé à un vaste réseau de corruption militaire.
Mais derrière ces accusations se cachent des témoignages extorqués, des déclarations obtenues sous pression et même des chantages exercés sur des familles entières pour consolider un dossier fragile. Voilà tout ce que nos vérifications ont permis d'établir. Et le constat est sans appel. Le dossier est creux, vide. Lorsqu'un individu détourne des fonds, cela laisse forcément des empreintes. Où sont-elles ici? Y a-t-il des propriétés luxueuses enregistrées au nom d'Abdelhamid Riss ou de ses enfants? Des comptes bancaires à l'étranger débordant d'argent, dissimulés derrière les noms de proches, de parents ou de son épouse. Des voitures hors de prix, des signes extérieurs de richesse, un train de vie extravagant. Rien. Absolument rien. Car l'argent volé ne disparaît pas dans le néant. Il se cache, il circule, il se transforme en biens, en acquisitions, en patrimoine visible ou dissimulé. Les enquêtes sérieuses finissent toujours par mettre la main sur des cachettes, des achats, des preuves matérielles. Être riche, cela se voit. On achète, on dépense, on affiche un certain mode de vie. Or, ni dans le quotidien, ni dans les habitudes familiales, ni dans le comportement du général-major Abdelhamid Riss, rien n'indique la moindre trace d'enrichissement tapageur ou illégal. Cette affaire dépasse donc largement sa personne. Le dossier Abdelhamid Riss s'inscrit dans une mécanique bien plus vaste. Il se rattache à d'autres affaires, à d'autres purges, à une opération globale de démantèlement. En réalité, il s'agit du règlement de compte visant l'ancien clan de Gaïd Salah. Abdelhamid Riss a été l'une des victimes d'une purge orchestrée par Saïd Chengriha, destinée à balayer l'ancien réseau pour imposer un nouveau centre de pouvoir, le sien. Je peux concevoir qu'on ait voulu neutraliser Abdelhamid Riss, qu'on ait cherché à l'écarter, à le rendre inoffensif, à l'effacer du paysage parce qu'il incarnait, aux yeux de certains, l'ombre persistante de Gaïd Salah. Le relever de ses fonctions, le pousser vers la sortie, même le traduire devant la justice, pourquoi pas? Mais l'envoyer derrière les barreaux pour une peine proche de 15 ans, puis s'acharner méthodiquement sur lui, c'est autre chose. Lui refuser l'accès aux soins, l'empêcher de suivre ses traitements de chimiothérapie, couper les liens avec sa famille, multiplier les humiliations, là, on ne parle plus de justice. On parle de barbarie. On parle d'un acte inhumain. J'irai plus loin. On parle d'un crime. Oui, un crime. Ce n'est plus une décision judiciaire, c'est une mise à mort déguisée. Un homme jugé dans un brouillard total, sans transparence, sans accès au dossier pour ses proches, sans respect du principe fondamental de la présomption d'innocence, c'est d'une gravité extrême. L'affaire Abdelhamid Riss devrait nous obliger à regarder de très près ce qui se trame réellement au cœur de l'institution militaire algérienne. On a longtemps martelé qu'Abdelhamid Riss était irréprochable, presque sanctifié, présenté comme une figure intouchable. Nous n'avons jamais fonctionné ainsi. Nous avons enquêté sans complaisance. Je l'ai critiqué lorsqu'il était encore en poste et sans détour. En 2020, j'ai été le premier et le seul à révéler qu'il se faisait soigner à Genève en Suisse avant que les autorités suisses ne lui demandent de quitter l'hôpital en raison du confinement sanitaire, l'obligeant à poursuivre ses soins en Algérie. Et j'ai également été le seul à dénoncer publiquement à l'époque une prise en charge médicale que je jugeais excessive, démesurément coûteuse pour le trésor public algérien dans des établissements suisses. Preuve que cette analyse n'a jamais été dictée par l'aveuglement, la loyauté clanique ou la complaisance. Qu'on soit bien clair, je n'ai jamais fait preuve d'indulgence particulière envers Abdelhamid Riss. Aucune complaisance, aucune connivence, aucun silence complice. Il est donc inutile de tenter de me coller l'étiquette d'allié, de proche ou, pire encore, de membre de son prétendu clan. Ce qui m'anime, c'est une seule chose, les faits, rien d'autre. Je parle à partir d'éléments vérifiés, recoupés, confirmés par plusieurs sources distinctes. La vérité brute, sans arrangement ni calcul. Oui, Abdelhamid Riss avait ses failles, comme tout homme de pouvoir. Mais il possédait aussi des qualités indéniables. C'était quelqu'un porté vers l'apaisement, attaché au dialogue, favorable au compromis. Il ne fonctionnait pas dans la brutalité ni dans l'écrasement systématique de l'autre.
Et dans une institution militaire algérienne souvent marquée par la rudesse, l'autoritarisme et la culture de la force, ce n'est pas un détail. Intellectuellement, il se distinguait. Face à la multitude de généraux rigides, fermés, parfois frustes, il incarnait une autre approche, celle de la discussion, de la négociation, de la recherche d'équilibre. Il n'était ni un persécuteur, ni un homme obsédé par la domination ou la vengeance. Sur le terrain des accusations morales, le récit officiel était implacable. Abdelhamid Riss aurait été corrompu, enrichi illicitement, à la tête de richesses prétendument démesurées. Pourtant, à l'épreuve des faits, ce scénario s'effondre. Nos recherches n'ont mis au jour aucune trace de fortune cachée, aucun indice crédible d'un enrichissement extravagant. Mieux encore, plusieurs témoignages concordants dessinent un portrait à contre-courant. Lors de ses déplacements officiels à l'étranger, il avait pour habitude de refuser systématiquement les présents. Une source particulièrement fiable m'a rapporté qu'au cours d'une visite officielle en Allemagne, effectuée pour le compte du ministère de la Défense nationale, les autorités allemandes avaient souhaité lui offrir un cadeau protocolaire. Il l'a décliné sans détour. Ce refus, jugé abrupt, a même frôlé l'incident diplomatique, tant sa position était inflexible. Mais il n'a pas cédé. À ses yeux, accepter un présent revenait à franchir une ligne rouge. Il considérait ces gestes comme une forme déguisée de corruption et estimait qu'en l'absence d'un aval explicite des plus hautes autorités de l'État, il était hors de question d'accepter quoi que ce soit de la part de partenaires étrangers. Il m'a également été confirmé que, dans de très rares cas où Abdelhamid Riss acceptait un présent protocolaire de la part de responsables étrangers, ce cadeau ne restait jamais entre ses mains. Il le transférait aussitôt au ministère de la Défense nationale, laissant à l'administration le soin d'en décider l'affectation ou l'utilisation. Jamais il n'en a fait un usage personnel. Ce point précis, je n'avance pas à la légère. Il a été corroboré par plusieurs sources distinctes, fiables et parfaitement indépendantes les unes des autres. Quant à ceux qui prétendent qu'il aurait trahi l'Algérie à travers l'affaire Bounouira, l'accusation ne résiste pas à l'examen. Abdelhamid Riss n'avait aucun lien avec Bounouira, pas davantage avec de supposés complots politiques. Il a servi l'État avec constance et loyauté. Proche de Gaïd Salah, il lui vouait un respect profond, un sentiment largement partagé par les officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire à cette époque. Gaïd Salah n'était pas un personnage secondaire. Il a dirigé l'armée en tant que chef d'état-major pendant de longues années, de 2004 à 2019, avant d'exercer les fonctions de vice-ministre de la Défense nationale entre 2013 et 2019. Dans ce contexte, l'estime et la fidélité d'Abdelhamid Riss relevaient moins de la conspiration que d'une loyauté institutionnelle assumée. Ahmed Gaïd Salah n'était pas une figure ordinaire. Il appartenait à cette catégorie rare de personnages qui marquent une époque et laissent une empreinte durable. Un homme de poids, une référence historique, impossible à ignorer. Certes, il était connu pour sa fermeté, parfois pour sa dureté, mais ceux qui ont travaillé à ses côtés parlent aussi d'un chef capable de susciter attachement et loyauté. Ses collaborateurs les plus proches ont presque unanimement nourri à son égard une forme d'admiration. Et Abdelhamid Riss est loin d'avoir été une exception. Comme de nombreux officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire, il éprouvait un respect profond pour Gaïd Salah, qui a dirigé l'institution militaire en tant que chef d'état-major du 3 août 2004 jusqu'à son décès le 23 décembre 2019. Une longévité qui explique, à elle seule, l'influence et le prestige qu'il incarnait. Pourtant, on a voulu faire passer Abdelhamid Riss pour un conspirateur, voire pour un traître. La réalité est bien différente. S'il y a complot, il en est la cible, non l'auteur. Son affaire repose sur une machination soigneusement montée à partir de rapports sécuritaires falsifiés. À l'époque, la direction centrale de la sécurité de l'armée était dirigée par le général Sid Ali Ouazmeli, sous l'influence directe de son frère, le colonel Omar, pourtant à la retraite, et épaulé par le commandant Tariq Amirat, figure influente des services de renseignement extérieurs. Proche du clan Ouazmeli, ce dernier faisait partie de ces personnages troubles et peu scrupuleux que nous avons déjà exposés dans nos enquêtes.
Ce sont précisément ces cercles obscurs qui ont remis à Sid Ali Ouazmeli des rapports accablants visant Abdelhamid Riss, ainsi que d'autres officiers supérieurs, parmi lesquels le général Youssef Bzit. Des documents présentés comme des preuves, mais construits sur des bases profondément viciées. Je tiens à le rappeler avec insistance. Toutes les figures qui peuvent sembler, à tort, être protégées ou défendues dans cette émission ont en réalité déjà fait l'objet de mes critiques publiques. Je les ai exposées, dénoncées, parfois sans ménagement. Prenons le cas du général-major Youssef Bit, également connu sous le nom de Youss Bit, ancien responsable de la DDSE, la Direction de la documentation et de la sécurité extérieure, qu'il a dirigé brièvement autour de 2020, après avoir déjà occupé des fonctions clés entre 2017 et 2019. Lui, plus que d'autres encore, je l'ai ouvertement mis en cause. Mes positions à son sujet sont publiques, documentées et sans ambiguïté. Alors, quelle est la véritable histoire d'Abdelhamid Riss? Elle est bien loin du récit simpliste qu'on a voulu imposer. On a fait croire à Saïd Chengria qu'Abdelhamid cherchait à se rapprocher d'Abdelmajid Tebboune, qu'il tentait de gagner sa confiance, de s'attirer ses faveurs, voire de construire une alliance politique dans l'ombre. L'objectif supposé? Se positionner comme futur vice-ministre de la Défense nationale. Ce scénario a été savamment distillé, répété, jusqu'à devenir une vérité admise par certains cercles de pouvoir. Pourtant, les faits racontent autre chose. Lorsqu'Abdelhamid Riss occupait le poste de secrétaire général du ministère de la Défense nationale, il n'a pas été écarté dans la précipitation à l'arrivée de Saïd Chengria à la tête de l'état-major de l'armée nationale et populaire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est resté en fonction. Il a conservé son poste durant toute la période 2020 à 2021, jusqu'à l'année 2021. Un détail qui, à lui seul, remet en question bien des accusations. Très tôt, Saïd Chengria et son cercle rapproché ont noyé la hiérarchie sous une avalanche de rapports biaisés, trafiqués, soigneusement orientés. Mais derrière cette pluie de documents, une réalité plus simple se dessine, la crainte. Dès le premier instant, Chengria redoutait Abdelhamid Riss. Pourquoi? Parce que Riss le dépassait sur plusieurs terrains. Plus affûté intellectuellement, mieux formé, doté d'une expérience institutionnelle bien plus large. Là où l'un connaissait chaque couloir, chaque mécanisme, chaque subtilité du ministère de la Défense nationale, l'autre avançait avec moins de maîtrise. Cette asymétrie faisait peur. C'est ainsi qu'Abdelhamid Riss est devenu une cible immédiate. Dès son installation, Saïd Chengria avait un objectif clair: faire table rase de l'héritage Gaïd Salah. Démanteler son réseau, envoyer ses figures clés derrière les barreaux et remplacer l'ancien équilibre par ses propres hommes, son propre clan. Pour y parvenir, il a su entraîner Abdelmajid Tebboune dans cette logique. Il lui a vendu un récit bien rodé. Tôt ou tard, les fidèles de Gaïd Salah se retourneront contre nous, contre toi comme contre moi. Alors bâtissons notre propre système, consolidons notre emprise sur l'institution militaire afin de sécuriser notre pouvoir et d'en prolonger la durée au sommet de l'État. Dans cette partie d'échecs, le temps jouait contre Chengria. Il devait agir vite, très vite, car une menace planait. Que Tebboune choisisse Abdelhamid Riss, soit pour le hisser au rang de vice-ministre de la Défense nationale, soit pour le maintenir à ses côtés comme l'un des décideurs centraux du ministère. Une éventualité que Chengria ne pouvait pas se permettre de laisser se concrétiser. C'est précisément pour cette raison que Saïd Chengria a agi dans l'urgence pour neutraliser Abdelhamid Riss. Il fallait frapper vite, frapper fort. Alors, un dossier a été monté de toutes pièces. On l'a artificiellement rattaché à Ahmed Bouham, puis on a empilé d'autres accusations, notamment des affaires de corruption liées aux Émirats. Un édifice accusatoire bâti sur du vide. Aucune preuve concrète. Aucun document irréfutable. Pas la moindre pièce à conviction. Seulement des rumeurs recyclées, des intox savamment distillés, des notes internes sans fondement matériel. Un dossier fantôme, mais suffisamment bruyant pour justifier une élimination politique. Youssef Bit a subi le même sort. Chengria ne l'a jamais porté dans son estime. Il le soupçonnait, sans éléments tangibles, de préparer à son tour une manœuvre contre lui. Entre 2019 et 2021, la peur dominait toutes ses décisions.
Sa priorité n'était pas la stabilité de l'institution, mais sa propre survie. Dans son esprit, une équation simple s'imposait. Pour rester en place, il fallait faire disparaître tous ceux qui pouvaient contester son autorité. Rivaux potentiels, critiques internes, figures influentes, tous devenaient des menaces à éliminer. Peu à peu, cette paranoïa s'est étendue à l'ensemble de l'appareil militaire. Pour Shengria, chaque décideur était un adversaire en puissance. Youssef Bitt en faisait partie, malgré le fait que je ne l'ai jamais soutenu. Je l'ai même sévèrement critiqué, et cela ne date pas d'hier. D'ailleurs, tout est public. Articles, enquêtes, révélations. Il suffit de les relire pour comprendre que mes positions à son sujet ont toujours été claires. Ici, il ne s'agit pas de défendre des hommes, mais de dénoncer un système de règlement de compte. Qu'on ne réécrive pas l'histoire. Ce général, nous ne l'avons pas ménagé. Bien au contraire. Les critiques ont été nombreuses, répétées, argumentées. Les émissions consacrées à son cas ne se comptent plus. Et ce n'est qu'un aperçu. D'autres exemples viendront, des faits précis, détaillés. J'y reviendrai. Mieux encore, je consacrerai prochainement un direct entier à ce sujet, car le cas du général Bosé mérite un traitement à part. C'est un dossier à lui seul. Il y a 5 ans déjà, au moment de sa nomination au grade de général-major, nous avions tiré la sonnette d'alarme. Tout est écrit noir sur blanc. Il suffit de relire l'article publié le 16 avril 2020. Nous y avions exposé l'ensemble de son parcours, sans rien édulcorer. Lorsque Youssef Bosé a été propulsé à la tête de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, l'un des leviers les plus sensibles de l'appareil sécuritaire algérien, héritier direct de l'ex-DRS, nous avons là encore tout décortiqué. Son itinéraire, ses zones d'ombre, ses failles, ses limites. Et surtout une conclusion claire. Son retour n'était ni souhaitable, ni pertinent, ni rassurant. Quant à Youssef Bitt, Saïd Shengria ne l'a jamais vu d'un bon œil. Et la raison est limpide. Il redoutait qu'en le rappelant en 2020, Abdelmadjid Tebboune nourrisse l'idée de le placer à la tête des services secrets, comme coordinateur général, pour écarter le général-major Etag. Une hypothèse suffisante, à elle seule, pour le faire basculer dans la catégorie des hommes à neutraliser. Entre Youssef Bitt et Saïd Shengria, la rupture était totale. Une hostilité frontale, sans retour possible. Aux yeux de Shengria, Bosé incarnait une menace constante, un risque permanent. Il le percevait comme un conspirateur potentiel, quelqu'un capable de saboter ses plans, de fragiliser son autorité, voire de lui barrer la route vers la consolidation totale du pouvoir militaire. Car son objectif était clair, presque obsessionnel. Instaurer un contrôle absolu, concentrer toutes les décisions au sommet de l'institution militaire sans contrepoids ni rival. Toute figure susceptible de freiner cette ambition devenait automatiquement une cible. Le scénario s'est répété. Dès que l'un d'eux tentait de se repositionner ou de revenir dans le jeu, la réponse était immédiate. Neutralisation, arrestation, mise à l'écart, puis condamnation. Youssef Bitt n'y a pas échappé. Arrêté, si ma mémoire est bonne, en 2022, il a ensuite été lourdement condamné à une peine de prison ferme. Depuis, il a disparu du paysage, effacé sans bruit. Son parcours, pourtant, nous l'avons déjà longuement documenté. Nous avons notamment révélé l'épisode du cadeau reçu des Émirats, un véhicule tout-terrain, selon plusieurs sources, qu'il avait déclaré officiellement auprès du ministère de la Défense nationale. Tout cela a été détaillé, archivé, analysé. Il y a 3 ans déjà, nous avions consacré des contenus entiers à ces dossiers, notamment à propos du général Mohamed Kaïdi. Nos archives sur ces affaires sont vastes, denses, fouillées et accessibles à qui veut comprendre les mécanismes à l'œuvre. Au fond, qu'il s'agisse d'Abdelhamid Riss, d'Abdelhakim Abdamidis ou de Youssef Bitt, la logique est la même. Il ne s'agit ni de justice ni de morale, mais de règlement de compte, périodique, méthodique. Saïd Shengria a éliminé ce qu'il considérait comme des obstacles. Fort de son contrôle total sur la justice militaire, de sa mainmise sur la direction centrale de la sécurité de l'armée et de sa capacité à faire arrêter n'importe qui à n'importe quel moment selon son bon vouloir.
Dans ce contexte, Abdelmadjid Tebboune a fait un choix décisif. Rompre avec les anciens cercles de pouvoir, en particulier ceux issus de l'orbite de Gaïd Salah. La raison est simple et profondément politique. La confiance n'existait plus. Tebboune savait pertinemment que, lors de l'élection présidentielle de décembre 2019, ce clan ne s'était jamais réellement rangé derrière lui. Pire encore, il avait compris que ses réseaux soutenaient un autre prétendant au pouvoir. Parmi ses opposants figurait une personnalité de premier plan. L'ancien patron de la DGSI, ex-chef du renseignement intérieur algérien. À l'époque, cet homme, Winnie Bouadza, s'était clairement dressé contre l'accession de Tebboune à la présidence. Il militait en faveur d'un autre candidat bien identifié, ancien secrétaire général du RND et ex-ministre de la Culture. Dans ce jeu d'alliance et de trahison, Tebboune n'a pas seulement voulu sécuriser son pouvoir. Il a aussi réglé ses comptes. Car en politique, la mémoire est longue et la revanche fait souvent partie de la stratégie. Il y avait aussi, disons-le clairement, une volonté de revanche. Une revanche froide, calculée. Abdelmadjid Tebboune savait que les anciens du clan Gaïd Salah ne lui pardonneraient jamais son arrivée au sommet de l'État. Il ne l'avait pas soutenu. Il ne voulait pas de lui comme président. Et tôt ou tard, il en était convaincu, il finirait par se retourner contre lui. Alors il a tranché. Il a rompu avec eux. Il a tourné le dos à l'ancien clan, à ses figures historiques, et a choisi une stratégie plus sournoise. S'allier à certains pour mieux désintégrer l'ensemble. C'est dans ce jeu d'alliances toxiques et de règlements de compte qu'Abdelhamid Riss a fini derrière les barreaux. Certains diront, ils se déchirent entre eux, où est le problème? Le problème, justement, dépasse les individus. Car Abdelhamid, comme Rachid, comme Jamel et d'autres encore, ce ne sont pas seulement des noms pris dans une guerre interne. Il faut le rappeler encore et encore, ce sont des serviteurs de l'État. Des hommes qui ont consacré leur carrière à l'armée nationale et populaire. Des responsables qui ont dirigé des institutions stratégiques. En 2019, une grande partie du clan Gaïd Salah soutenait un autre candidat, notamment Azdoui. Mais Gaïd Salah lui-même, Ahmed Gaïd Salah, a finalement choisi Tebboune. Il a fait le pari de le porter au pouvoir, de le placer à la tête du pays. D'autres options existaient pourtant. Ils auraient pu relever Abdelhamid de ses fonctions, l'envoyer à la retraite, lui retirer ses avantages, le priver de ses privilèges, point final. Mais ils ont choisi autre chose. Et c'est là que le problème commence. L'enfermer derrière des barreaux, lui interdire l'accès aux soins, puis lui infliger une peine dépassant 15 ans alors qu'il a déjà 75 ans? Appelons les choses par leur nom. C'est une sentence capitale déguisée. Honnêtement, quel est le sens de maintenir en détention des hommes âgés, malades de surcroît, qui ont occupé les plus hautes responsabilités de l'État? À quoi cela sert-il réellement? Si ce n'est à les briser, à les humilier, à les user jusqu'à l'agonie, à les faire disparaître lentement, alors cela ne sert à rien, absolument rien. Cette logique est vide de sens, dépourvue de toute rationalité. Dans les États qui se prétendent civilisés, dépasser les 75 ans ouvre généralement la voie à d'autres dispositifs. Libération conditionnelle, assignation à résidence, contrôle judiciaire. Il existe 1000 alternatives à l'incarcération pour des personnes âgées et gravement malades. La justice militaire avait d'autres options. Elle aurait pu faire preuve d'humanité. Au lieu de cela, des vieillards souffrants ont été privés de soins, enfermés, puis sont morts derrière les murs des prisons. Qu'on partage leur choix ou non, qu'on approuve ou pas leurs alliances, oui, ils étaient proches de Gaïd Salah, oui, ils appartenaient à son camp, une réalité demeure. Ces hommes ont servi l'Algérie. Ils ont risqué leur vie durant la décennie noire des années 1990. Ils étaient déjà au service du pays dans les années 1970. Ils ont participé à la construction d'une institution militaire depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des officiers cumulant 30, 40 années, parfois davantage, au service de l'intérêt général et de l'armée nationale. On peut les juger, mais pas les effacer de cette manière. Oui, ils ont commis des fautes, personne ne le nie,
Mais il existait 1000 autres façons de sanctionner sans basculer dans l'acharnement. Ce qui s'est produit dépasse largement le cadre de la punition. Enfermer des hommes, les maintenir en détention alors qu'ils sont gravement malades, leur interdire l'accès aux soins, couper tout lien avec leurs proches, refuser leur hospitalisation et, malgré tout cela, s'obstiner à ne pas les libérer, ce n'est plus une décision judiciaire, c'est une intention. Un projet assumé d'élimination lente. Appelons les choses par leur nom. C'est une mise à mort. C'est sauvage. C'est criminel. C'est profondément inhumain. J'exprime toute ma solidarité à la famille d'Abdelhamid Riss. Je sais malheureusement que ses chances sont infimes. Un cancer du poumon ne fait pas de cadeau, surtout lorsqu'il est abandonné sans traitement. Ma pensée va également à toutes les familles de détenus politiques, y compris celles des généraux algériens dont les pères sont incarcérés de manière abusive à un âge avancé, alors qu'ils souffrent de pathologies lourdes et invalidantes.